Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Elsa, Bonjour Justine, comment tu vas? je vais très bien et toi? Je vais bien, je suis absolument ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Cet épisode, on veut l'enregistrer depuis un petit moment, mais pour Tout à fait. petit souci de santé, on l'a reporté et nous voilà enfin sur ce jour que j'attendais avec impatience. J'avais hâte de te recevoir. Voilà, est-ce que tu es prête pour qu'on entame notre épisode ensemble? Allez, let's go. Parfait. Comme prévu, j'ai fait une petite introduction. C'est le moment où je te sauce un peu et évidemment je te présente. Tu auras le droit de me contredire si je me trompe, d'apporter des précisions, modifications, enfin bref. Voilà, si jamais je me trompe, je m'en excuse, tu auras le droit de me corriger. Pas de souci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on a trop souvent utilisé contre soi. C'est le trop sensible, une fille trop émotive ou encore trop intense. Et si en réalité le problème n'était pas la sensibilité, mais le regard que l'on porte dessus. Et c'est justement pour ça que tu es dans le podcast aujourd'hui, Elsa. Tu es coach sophrologue certifiée, autrice et la voix derrière le podcast Un chemin vers soi. Tu viens de publier un livre qui porte un message fort et j'ai envie de dire qui est pratiquement, presque ou totalement libérateur, hypersensible, pas fragile. Un livre qui ne cherche ni à coller une étiquette de plus, ni à expliquer comment aller mieux, mais plutôt comment est-ce qu'on peut changer de regard, à remettre de la nuance là où il y a eu trop de jugement des autres, de soi-même, bref, de la vie. Et surtout à redonner de la dignité à une sensibilité souvent vécue comme un fardeau. Et donc dans cet épisode, sans grande surprise, on va évidemment parler d'hypersensibilité, sans faire en sorte que ce soit quelque chose de pathos et pathologique évidemment. Mais on va pas non plus la romantiser. On va parler de vécu, de régulation émotionnelle, de limites et aussi d'estime de soi. Et surtout de ce moment charnière où on arrête de se demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour commencer à se demander comment est-ce que je peux vivre avec qui je suis vraiment. Et du coup, Elsa, j'ai envie qu'on ouvre cet épisode là où ton livre commence, toi. Et avant de dérouler mes questions, est-ce que tu as des précisions, des ajouts, des choses à ajouter? Bah écoute, pas spécialement, t'as vraiment fait un beau portrait. Donc déjà, merci pour ça. C'était des mots très justes et qui m'ont parlé et ça correspond à qui je suis et je pense que le reste viendra dans la suite de l'interview. Super. Je fais bien mon taf, ça va. Tu vois qu'il fallait que je sois en forme. Voilà. Alors, tu écris que justement, tu t'es longtemps senti trop ou pas assez. Euh, C'était quoi pour toi être trop, justement? Être trop, c'est de réagir, d'être et de penser aussi différemment des autres. C'est-à-dire il y a un moule en fait dans lequel on voudrait nous faire rentrer. Il y a, on va dire, un pourcentage important de personnes qui se comportent plus ou moins de la même façon, qui dans certaines situations réagissent pareil. Et en fait, j'avais l'impression d'être complètement en décalage de ça, de réagir différemment des autres. Donc parfois je me disais un peu, est-ce que finalement je suis pas un extraterrestre, je viens d'une autre planète, pourquoi mon fonctionnement il est bizarre? Et pour donner un exemple précis, quand j'étais plus jeune, il y avait des choses qui pouvaient me toucher, m'atteindre, mais je le ressentais en fait physiquement dans mon corps. Je pouvais avoir un pincement que je ressentais physiquement au cœur et j'avais l'impression que les gens ils vivaient pas ça, que quand ils étaient touchés, tristes ou autres, oui, il pouvait y avoir des larmes qui arrivaient, mais c'est tout. Et moi, ça m'habitait en fait de tout mon être. C'était vraiment très puissant et je sentais vraiment ce décalage avec les autres. Et je me disais, mais moi, je suis trop, je suis plus que les autres. Je devrais pas en fait. J'avais cette image négative de qui j'étais, de ma sensibilité, en disant,
bah, j'exagère par rapport aux autres, je devrais pas ressentir ça, ça devrait pas faire aussi mal, ça devrait pas être aussi dur. Il y a vraiment ce côté-là de bah, je suis pas comme les autres en fait. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir un peu cette notion de devoir porter un masque ou du sentiment, et tu viens de le dire, je suis pas comme les autres, mais d'être vraiment différente d'un point de vue négatif et d'avoir toi-même commencé à cultiver un rejet de toi, de qui tu es réellement. Oui, effectivement, parce que du coup, je me reconnaissais pas dans les autres, j'avais l'impression de pas être finalement adaptée au monde dans lequel j'étais, à la société dans laquelle j'étais. Et je me suis dit, bah, pour être heureuse, finalement, il faut que j'essaye de changer qui je suis, d'essayer de rentrer dans ce fameux moule, hein, de faire comme les autres, de suivre le rang et du coup porter plein de masques pour ne pas montrer qui j'étais à l'intérieur. Et je me suis vraiment barricadée pour justement éviter de montrer cette sensibilité que j'avais, qui pouvait être perçue, enfin qui était perçue bien souvent comme trop, qui pouvait me mettre à l'écart. Je me suis dit, bah, je vais pas montrer qu'elle existe, je vais essayer d'être comme les autres. Alors, je vais pas dire complètement insensible non plus, parce que j'estime pas que la majorité des gens le soient, mais voilà, mettre des couches de protection pour pas ressentir pleinement tout ce que je pouvais ressentir. Ok. Évidemment que dans ton livre, tu démontres et démontes plein de choses, notamment quelques phrases, injonctions, ce truc de pleurer tout le temps, ou de toute façon tu es trop fragile, ou tu es trop introverti. Laquelle de ces phrases que l'on peut se dire ou que l'on peut aussi entendre fait le plus de dégâts selon toi? Ça dépend des personnes, de leur vécu, donc il y a des phrases qui résonnent forcément différemment chez chacun, mais de toute façon, ce côté négatif que l'on associe majoritairement enfin souvent à de l'hypersensibilité, fait du mal. Et là, je vais peut-être, alors je dévie peut-être un peu de ta question, mais je reviendrai, revenir sur le terme hypersensibilité. C'est le terme le plus, on va dire, connu en France. Voilà, si on devait faire un sondage, ça parle à plus de personnes possible, même si elles n'arrivent pas forcément à savoir ce qu'il y a exactement derrière. Mais ce terme, déjà, il pose un problème en lui-même. Parce qu'en fait, de par sa nature, de par sa composition avec le hyper, il est négatif en fait. Il a une connotation négative qui fait que quand on s'associe à ce mot, on peut facilement se dire je suis négative ou je suis négative si on parle des hommes aussi, puisqu'il y a des hommes hypersensibles bien entendu. Donc ce terme-là, il déjà porte un espèce de poids sur nos épaules. Quand on se dit ok je suis hypersensible, on peut avoir cette idée de bah du coup je suis trop, je suis pas dans la norme, je suis pas conforme et c'est pas bien en fait et je devrais changer. Ce terme hyper, il est aussi souvent utilisé dans le milieu médical finalement. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'on peut parfois considérer que l'hypersensibilité, en tout cas on peut dire, même si c'est pas du tout le cas, que c'est une maladie. Parce qu'il y a cette terminologie qui est dans, voilà, dans un peu le côté médical, dans le côté négatif. Et en fait, il y a une autre traduction qui est de plus en plus utilisée maintenant par les experts sur le sujet, qui est beaucoup plus juste, qui est la haute sensibilité. En utilisant ce terme, on sort finalement de ce côté jugement de valeur qu'on peut avoir et cette connotation négative qu'on peut avoir en disant t'es hypersensible. Donc juste le fait de changer de terminologie, ça aide, je pense, à déjà enlever ce poids qu'on peut avoir. Et ça vient enfin c'est une mauvaise traduction, on va dire, du terme d'Hélène Aron, qui a été voilà traduit en hypersensibilité, les high sensitive persons. Mais c'est pas le plus juste. Donc déjà, ce terme-là, je pense qu'il fait déjà beaucoup de mal. Et passer sur un autre terme, ça peut aider déjà à voilà, relâcher un peu la pression et se dire ok, je suis comme ça, c'est un trait de caractère, je peux pas l'enlever, c'est pas une maladie, c'est pas négatif, et je peux être pour autant heureuse et heureux avec cette sensibilité. Pour revenir un peu plus sur ta question, sur les phrases du coup qui peuvent faire du mal au-delà du terme en soi, pour moi elles font toutes du mal parce qu'en fait elles renient notre sensibilité, qui on est, ce qu'on ressent. C'est comme si ça n'avait pas de valeur finalement. Comme si, voilà, on ressentait une émotion forte et on nous disait, je prends cette phrase-là parce que souvent on me l'a répétée et mon compagnon me la répète encore par moments, c'est arrête de pleurer ou pleure pas, pleure pas. Mais pourquoi en fait? Pourquoi on a décidé qu'à un moment donné, on n'avait pas le droit de pleurer? Si on ressent cette émotion, elle est là. Déjà, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour nous dire des choses. Mais elle est là, c'est elle est valable parce qu'on la ressent.
Et quand on nous dit fais pas ci, fais pas ça, pleure pas, sois plus forte, endurcis-toi, etc., on nous dit en fait la manière dont t'es, c'est pas acceptable. Et on peut pas s'aimer en pensant ça en fait. Donc toutes ces phrases, elles font du mal parce qu'elles nous incitent à nous rejeter tel que l'on est et à considérer que ce qu'on est et ce qu'on ressent, bah, c'est pas acceptable et c'est pas aimable. Et c'est tellement faux. Entièrement d'accord avec toi et notamment, du coup, tu as squeezé une de mes questions sur la connotation de hypersensible, mais parfait, merci. Tu connais bien ton taf, c'est merveilleux. C'est vrai que quand on dit hypersensible, on entend un peu cette voix de, de toute façon, t'es hypersensible, toi encore. Tu vois, ce truc, de toute façon, c'est encore une excuse à deux balles, t'es juste une chouineuse. Allez, mets-toi dans un coin si tu veux pleurer, de toute façon, c'est encore des pleurs de plus. Moi, en tout cas, ce mot hypersensible, c'est ce qui me fait penser. Et vraiment, ce truc, ces connotations archi négatives. Et c'est vrai que quand tu en as parlé dans le livre, et comme tu viens de le dire aussi, que certains préfèrent aussi dire haute sensibilité ou, oui, enfin, comment est-ce qu'on le met dans une phrase? Je suis haute sensible? Hautement sensible, Hautement une sensible, personne à ok. sensibilité élevée, il y a plusieurs Bah, façons tu de le vois, c'est dire. parfait. Et je trouve que c'est valorisant en plus. C'est Mhm. valorisant parce que, comme tu viens de l'expliquer, les émotions qui sont présentes sont là pour dire quelque chose, elles ont un sens et elles existent. Donc, il faut les écouter et les valoriser. C'est que c'est important, c'est que quelque chose s'exprime quelque part. Donc, ça, enfin, je trouve que c'est, faut les voir pour les valoriser et donc de pouvoir utiliser ce mot, c'est valorisant. Je trouve que c'est quelque chose de très valorisant et c'est pas encore un truc. De toute façon, c'est une nana, elle est hypersensible, laisse tranquille. Mais là, voilà, c'est bon, c'est insupportable. Euh, du coup, l'hypersensibilité ou la sensibilité élevée, on est avec ou on le devient par un élément déclencheur? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies, dans nos corps? Alors là, il y a plusieurs, on va dire, théories qui s'affrontent sur ce point-là. Il y a les personnes qui pensent que bah on est comme ça et puis on reste comme ça. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est plutôt le contexte qu'on a vécu, des choses difficiles, des traumatismes qui vont déclencher cette hypersensibilité ou cette haute sensibilité. Moi, je pense que c'est un mélange des deux, très, très clairement. Je pense qu'il y a une partie quand même qui est finalement de comment on est, de notre ADN, voilà, qui est inscrit plus ou moins dans nos gènes. Et il y a une partie aussi qui est liée à l'environnement. Je pense que c'est un bon mélange des deux. Il y a pas mal d'études sur le sujet, hein. Donc dans quelques années, on en saura davantage, même si on sait déjà de plus en plus de choses par rapport à ça. Et même autour de moi, les personnes que j'accompagne, etc., je remarque que effectivement, quand il y a des enfants ou des parents, enfin toujours des enfants et des parents, mais les parents hypersensibles qui en sont conscients et qui ont des enfants voient souvent aussi cette sensibilité élevée chez leurs enfants. Et parfois, c'est dans l'autre sens. C'est que ils vont observer chez leurs enfants cette sensibilité élevée et vont se rendre compte après coup qu'ils le sont aussi en fait. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez prégnant. Il y a d'autres experts aussi qui sont d'accord qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inné. Et Hélène Aron aussi, enfin elle en parle aussi dans son livre, hein, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inné. Mais il y a aussi, je pense que c'est aussi une part non négligeable quand même, de l'environnement. Parce que même si c'est inné finalement et qu'on est dans un environnement où cette sensibilité elle peut s'exprimer, les choses vont pas se passer de la même manière que si on est dans un environnement où sa sensibilité ne peut pas s'exprimer. Si on essaye de la faire taire, justement. Et ça va engendrer des adultes complètement différents. Dans un cas même, on peut avoir quelqu'un qui grandit dans un environnement, on va dire, sain, où les émotions sont acceptées, où voilà, tout se passe plus ou moins bien. Elle va grandir et potentiellement elle va même pas se poser la question est-ce que je suis hautement sensible, et elle va vivre sa vie comme ça et peut-être à un moment donné elle va découvrir que oui elle l'est et se mettre plus ou moins cette étiquette, mais c'est pas forcément le cas, alors que quelqu'un qui vit dans un environnement qui est difficile avec des traumas où sa sensibilité elle est pas élevée, où elle fait face à de nombreuses épreuves, bah ça va être plus difficile pour elle. Elle va peut-être plus s'interroger, plus du coup comprendre cette part d'elle-même et mettre un mot dessus. Mais en soi, il y a vraiment les deux, je pense, qui entrent en ligne de compte. Et c'est hyper important, et moi c'est ce que je dis toujours en accompagnement, le milieu dans lequel on est. Donc c'est quelque chose à vraiment travailler pour être dans un milieu qui est sain pour soi. Parce que
personne n'est heureux dans un environnement qui est pas sain, qui est Bien sûr. nocif, ça c'est sûr, qui est toxique. Mais encore plus, et c'est le fait de l'hypersensibilité, encore plus quand on a cette sensibilité élevée, parce que justement, on va être plus affecté par tout ce qu'il y a autour. Donc, entourez-vous le plus sainement possible avec des personnes qui vous font du bien, qui vous enrichissent. Évitez au maximum les personnes toxiques. Bien sûr. Tu sais, quand tu dis sensibilité élevée, moi, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à déjà, alors, le fait que ça peut être inné, mais j'ai aussi un peu ce truc de, et si on n'était pas tous déjà naturellement comme ça, et que certaines personnes l'ont cultivé parce que le terrain est le terreau, et d'autres personnes parce que l'ont carrément inhibé parce que c'est comme ça, c'est la société, c'est le rythme, c'est la vie, c'est l'éducation. Donc il y en a qui ont pu le cultiver, d'autres non, et justement ce terme de sensibilité élevée, ça me fait penser à presque cultiver, tu vois, où potentiellement, effectivement, ça peut déborder, on peut ne peut-être pas maîtriser ce qui arrive, on ne comprend pas, mais finalement, quand on comprend qu'on accepte et qu'on a évidemment, comme tu le dis, l'environnement pour pouvoir appréhender tout ça, le comprendre, mettre les mots, le vivre, l'observer, se laisser traverser, etc. Bah là, ça permet en fait d'élever la sensibilité. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que ce terme est vraiment beau parce qu'il a plusieurs sens. Voilà, ça plane pour moi apparemment. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Et il y a plus aussi dans ce terme-là l'idée que finalement, c'est un curseur. En fait, on a tous une sensibilité et élevée, enfin, on peut se dire par rapport à quoi, et même Bien sûr. hypersensible par rapport à quoi, trop par rapport à quoi. Donc, c'est vraiment un curseur. Et on est tous à des endroits de ce curseur qui sont différentes. Et même les personnes qu'on met, où on peut étiqueter, entre guillemets, voilà, tu es hypersensible, tu es hautement sensible, elles sont pas pareilles, elles se ressemblent pas, en fait. J'aime bien dire en fait qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Parce que chacun va avoir justement être à un niveau sur son curseur, va avoir son vécu, son environnement, et puis d'autres choses aussi qui font sa personnalité, puisqu'en fait finalement c'est un trait de caractère. Donc il y a d'autres choses qui vont influer pour donner la personne que l'on est. Donc on est tous différents, et même si on partage des choses identiques, on a tous notre valeur et notre personnalité et qui on est en fait. Je te propose qu'on passe maintenant justement au défi des personnes qui sont hautement sensibles, hypersensibles, et de pouvoir apporter des réponses sur comment y faire face globalement. Et justement, dans ton livre et du coup dans tes accompagnements, tu parles de trois piliers fondateurs. Donc tu décris trois piliers de l'hypersensibilité. Donc il y a l'hyper, j'ai dû prendre des notes hein, pour pas hyperesthésie, hyperémotivité et hyperempathie. Est-ce que tu peux déjà nous apporter quelques petites définitions sur ces trois piliers-là, s'il te plaît? L'hyperesthésie, c'est le fait d'avoir un ou plusieurs sens qui va être plus développé que la moyenne. Dans ce sens-là, c'est toujours dans cette idée de curseur, c'est se dire qu'en fait, on va être plus alerte que d'autres. Si je prends par exemple sur Louis, le fait voilà d'entendre, typiquement, on va potentiellement entendre un son plus fort que ce que d'autres personnes peuvent entendre. Comme si voilà, on augmentait ou on baissait le volume, et du coup, on peut être plus vite dérangé par un son qui est très très fort, par exemple. Alors, bien sûr, il y a l'idée de est-ce que ce son est choisi et subi parce que ça veut pas dire qu'on n'aime pas les concerts. Moi, j'adore les concerts, mais il faut que je sois dans le bon concert, sinon c'est Mmh. c'est un enfer pour moi. Donc, il y a ce côté-là qu'on a tendance, voilà, à amplifier peut-être certains sons, en tout cas de notre point de vue, et du coup être plus gêné par certains bruits, par exemple. Ça peut être aussi le toucher. Ça va être du coup les matières. Certaines matières vont être difficiles pour nous. Il y a certaines matières où voilà, quand on va les porter, on va avoir tendance à se gratter. Donc du coup, on va éviter de les porter. Ça peut être la vue, donc on va être très comment dire, très attentif finalement à tous les détails, à tout ce qu'on a autour de nous, de manière plus ou moins consciente hein, d'ailleurs, en fonction d'où on en est dans son développement. Donc globalement, c'est ça. On va avoir un ou plusieurs sens qui va être plus alerte, plus affûté et où le curseur va être peut-être plus important que chez d'autres. On a l'hyperémotivité. Donc du coup, ce côté qu'on connaît tous hein, de l'hypersensibilité, souvent qui est celui qui est le plus mis en avant d'ailleurs, qui est souvent résumé par tu pleures beaucoup, c'est le fait d'avoir des émotions intenses. Donc on va ressentir des choses de manière un peu plus forte que les autres, on va être plus facilement touché, on va avoir aussi une palette d'émotions qui va être
intéressante, si je peux dire. Au-delà de juste les 4 émotions de base, hein, on peut ressentir des variations, des nuances qui sont intéressantes. Le côté qui peut être vu comme négatif, comme difficile, avec ces émotions désagréables qu'on n'a pas envie de ressentir, qu'on peut ressentir pleinement, peuvent nous faire tomber dans des downs intenses, mais avec le côté aussi positif, c'est-à-dire cette joie, ce bonheur, toutes ces émotions qui sont très agréables à vivre, ben on les ressent vraiment. On peut les ressentir pour des choses qui pour d'autres personnes peuvent paraître, on va dire, futiles, banales. Un coucher de soleil, enfin moi ça m'est déjà arrivé d'être tellement émerveillée, d'avoir les larmes aux yeux, et du coup pas des larmes de tristesse, mais des larmes de bonheur, d'émerveillement devant un beau coucher de soleil. Et c'est des choses que d'autres personnes pourront dire, oui, ok, c'était joli, c'était sympa, mais c'est tout. Voire ne même pas regarder en fonction de leur degré. Donc il y a ce côté-là hyper positif aussi dans cet aspect-là. Et l'hyper-empathie, c'est le fait de pouvoir se mettre facilement à la place des autres. Pouvoir comprendre ce qu'ils ressentent, pouvoir comprendre plus facilement leurs émotions. Et du coup, ça a ce côté positif, ça crée une connexion qui est plus intense. C'est souvent des personnes où on se confie auprès desquelles on se confie facilement. Donc ça, c'est souvent la meilleure amie, enfin la bonne copine à qui on dit toutes ses difficultés et sans honte, sans gêne, on arrive voilà à créer ce lien-là. Donc ça c'est très très agréable et positif. Après, il y a aussi forcément l'envers du décor, c'est que du coup, on peut avoir tendance aussi à absorber les émotions des autres, à parfois aussi finalement projeter des choses. Parce que oui, ok, on perçoit, mais parfois aussi on projette et on n'est pas toujours dans le juste. Et ça, il faut aussi savoir voilà, faire un pas de recul pour se dire, je sens ça, mais peut-être que ce que je sens, c'est pas la vérité en fait. Et aller questionner et remettre ça au cœur de la discussion. Mais il y a voilà ce côté-là de comprendre ce que vivent les autres, d'anticiper aussi leurs besoins en disant voilà ils sont dans une situation, telle personne est dans une situation difficile, je vais lui apporter mon soutien, je vais lui apporter mon amour par des gestes, le fait d'être présente, d'appeler, etc. Et être beaucoup tourné vers l'autre en fait. Et c'est un des défis justement, c'est que bah, c'est bien d'être ouvert, d'aider, de vouloir voilà soutenir. Mais parfois, on fait tellement ça qu'on se soutient plus soi-même, on s'oublie, on met les autres sur le devant de la scène et soit on se met en retrait, on n'est pas à l'écoute de ses besoins, voire on fait l'inverse des choses dont on aurait besoin. Et c'est là que ça peut être difficile à vivre, notamment sur le long terme. Lequel de ces trois piliers que tu nous as bien décrits sont le ou les plus méconnus selon toi? Je dirais que c'est peut-être la partie hyperesthésie, le côté sens. Euh, Et pourtant, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est quand même à la base pour moi. Enfin, ça en fait partie dans les différents piliers. Mais c'est vrai que l'empathie, souvent, c'est quelque chose qui est quand même assez lié aux émotions, donc qui est connu. Les émotions, c'est connu, même s'il n'y a pas forcément les bonnes images qui sont associées. Mais c'est vrai que l'hyperesthésie, beaucoup moins. Après, il y a quelque chose qui est pas dans les piliers, mais qui est fondamental et qui est lié à tout ça. C'est l'estime de soi et qui est un défi pour moi majeur. C'est vrai que souvent les personnes viennent me voir en disant j'ai du mal avec mes émotions, je sais pas gérer, pour reprendre les termes, je sais pas gérer mes émotions, mais en fait, je vais pas dire c'est pas ça le problème, mais c'est presque un problème secondaire en fait. Donc bien sûr, je l'adresse et j'aide les personnes par rapport à ça, mais souvent derrière, ce qui se cache, c'est justement que je ne m'aime pas. Et je ne m'aime pas parce que justement la société me renvoie que j'ai trop d'émotions, que je suis pas dans le cadre, que c'est pas normal, que je dois changer. Et le défi des hypersensibles, c'est d'apprendre à s'aimer telles qu'elles sont. Or, ça veut pas dire qu'on va qu'on va laisser tout comme ça et qu'on va pas apprendre justement des techniques pour se réguler et voilà des choses pour mettre un peu d'ordre et pour pouvoir comment dire, aplanir un peu les pics émotionnels. Mais il y aura toujours des pics. Et c'est normal. Et j'ai envie de dire, heureusement, si c'était comme ça, ce serait pas drôle. Si on n'avait aucune émotion et qu'il y avait jamais, voilà, de haut et de bas, de petites vagues, ce serait vraiment pas drôle. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Mais souvent derrière effectivement ce côté émotion, c'est je suis pas acceptée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mes émotions sont pas valides, les autres me valident pas, donc moi je ne me valide pas, donc je ne m'aime pas. Et là j'ai envie de dire c'est plus profond en fait. Et c'est ça moi que j'adore aller travailler parce que du coup c'est redonner
foi en, comment dire, en la vie et en ce que la personne a, en fait. C'est lui montrer qu'elle a de la valeur, lui montrer qu'elle est importante et que elle a le droit et même le devoir, en fait, d'aller chercher au fond d'elle-même, savoir qui elle est et de le montrer au monde. Et de montrer au monde l'image qu'elle a envie de montrer. Pas celle qu'on lui impose, en fait. Pas celle qu'elle devrait être, mais vraiment être telle qu'elle est, oser être elle-même. Avant d'aller plus en profondeur sur l'estime de soi, j'aimerais qu'on repasse un tout petit peu sur justement les émotions et tu as abordé brièvement le principe de régulation émotionnelle où ce que je comprends c'est que tu l'abordes plutôt comme un muscle à entraîner et où tu indiques même que bah, réguler ses émotions ce n'est pas les contrôler. Euh, Comment est-ce que tu expliques la différence aux personnes que tu accompagnes du coup? Alors, le terme contrôler versus ou gérer versus réguler, ça peut paraître subtil, mais en fait, pour moi, c'est important. Dans l'idée, derrière contrôler, c'est quelque chose, déjà, ça sous-entend que c'est négatif, qu'il faut le contrôler, qu'il faut le gérer, que c'est pas normal, que Il c'est pas faut, naturel. il faut Oui, en plus. c'est ça. Il y a cette injonction de il faut absolument Ouais. le faire et en plus si tu le fais pas, gare à toi, on sait pas ce qui veut se passer mais c'est pas positif. Réguler, c'est plus doux. Ça veut dire que bah ça peut être là. Elles ont le droit d'être là, ces émotions, et c'est pas néfaste, mais on va juste essayer de créer un cadre pour que tout se passe bien, pour que tu sois à l'aise avec ça et que les gens autour de toi aussi le soient. Donc ce terme, il est vraiment plus doux. Il n'impose pas justement d'injonction de il faut absolument faire quelque chose. Tu restes aux manettes, si je peux dire, mais tu coexistes et tu coordonnes les choses avec tes émotions. L'idée, c'est, alors ça peut paraître perché, mais même parfois de personnaliser, en fait, de personnifier l'émotion, de dire que tu parles à ton émotion. Il y a des exercices, moi ça m'arrive avec les personnes que j'accompagne, de dire bah ton émotion là, tu t'en fais un personnage, tu lui donnes un nom, tu lui donnes une forme, une couleur et tu vas lui parler en fait pour essayer de comprendre ce qu'elle veut te dire. Donc il y a ce côté-là de on est ensemble, il y a l'émotion, il y a moi. Et souvent, on fait un amalgame déjà en disant je suis l'émotion, je suis triste, je suis ceci, je suis en colère. Non, tu n'es pas ton émotion. Nous ne sommes pas notre émotion. Nous avons à un moment donné une émotion qui est un signal d'alerte, voilà, pour faire tic tic. Et puis il y a quelque chose qui se passe, ou il y a quelque chose à faire. Et on n'est pas résumé à notre émotion. Cette émotion, elle est là pour nous aider à un moment donné, pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et notre rôle, bah, c'est de dialoguer avec elle et de comprendre en fait ce qu'elle veut nous dire. Parce que les émotions, elles veulent pas nous faire du mal. Elles sont là pour voilà, nous délivrer des messages et pour nous aider justement à nous reconnecter à nous, pour nous aider à aller sur le bon chemin, pour nous aider à nous faire du bien en fait. Elles ont toutes une visée positive. Même les émotions qu'on peut dire désagréables, la colère, la tristesse ou même la peur, en fait, toutes ces émotions-là, elles ont une visée positive. Et même si dans l'instant elles peuvent, on va dire, nous faire du mal, elles veulent pas nous faire du mal. Elles veulent juste notre bien et nous amener, une fois qu'on aura compris le message et fait les bonnes actions, à retourner dans une émotion plus joyeuse, du coup plus agréable. Donc, ce que je comprends, c'est que notamment les émotions qu'on peut penser désagréables, voire négatives, donc la peur, la colère, la tristesse, pourraient être les émotions les moins bien comprises par les personnes à sensibilité élevée. Oui, c'est ça. Ok. C'est des émotions généralement dont on a peur parce que ok, la joie elle est amplifiée, elle est exagérée, à la limite les autres vont nous faire un retour en disant ah, tu sautes partout, t'es contente pour une petite chose, c'est pas très grave, mais c'est généralement pas très gênant. Par contre, si je prends les trois autres émotions de base, euh, peur, tristesse, colère, c'est plus gênant en fait parce que du coup elles vont les vivre de manière plus intense ces personnes-là et là ça peut avoir des répercussions bah, sur leur entourage ou même elles ça va être plus difficile à vivre et la difficulté c'est justement de réussir à mettre ces émotions-là au même niveau et se dire en fait ok joie colère c'est pas pareil pour toi tu le ressens pas pareil mais le mécanisme derrière finalement est le même. Il y a aussi un message dans la joie. C'est pas juste profite, Bien sûr. c'est aussi bah, comprends ce qui se passe, qui fait en sorte que tu es dans la joie, l'environnement que tu as autour, ce que tu as fait, etc., pour reproduire ça. Donc c'est plutôt agréable comme message, ok, mais ça reste un message. Et les autres émotions plus désagréables,
ben, en fait, quand tu comprends qu'elles sont pas là pour te faire du mal, déjà, tu es plus à l'écoute, tu es plus attentif. Alors oui, il y a un moment où sur le coup, il y a ton corps qui réagit parce que l'émotion, elle arrive toujours dans le corps en premier, qu'on le perçoive ou pas d'ailleurs. Et du coup, ça peut, voilà, physiquement, ça peut être douloureux. Et après, on va se faire plein de nœuds au cerveau et on peut, voilà, se créer plein de scénarios catastrophes, etc. Et envenimer tout ça. Mais quand on comprend euh, qu'en fait, le but du jeu, bah, c'est juste de comprendre le message, d'écouter, comme si voilà, on se pose face à une amie et on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ressens ça? Ok, t'as de la peur. Pourquoi t'as peur? T'as peur de quoi? Et juste dialoguer, bah, j'ai envie de dire sereinement pour comprendre et pour comprendre en fait comment on se sent à l'intérieur de soi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se coupe de tout ça. On se dit, ok, j'ai de la peur, je dois pas avoir peur, je dois pas être en colère. On essaye de planquer ça sous le tapis, de faire bonne figure, de porter son masque, et on est en mode pilote automatique et on fait des choses, on fait des choix qui ne correspondent pas en fait. Et parfois, on vit toute sa vie comme ça. Et quand j'ai envie de dire sur son lit de mort, c'est triste, mais on repasse le film en arrière, on se dit, mais je voulais pas faire ça, j'aurais dû faire ça, j'étais pas heureuse. C'est maintenant en fait qu'il faut être heureuse, c'est maintenant qu'il faut aller chercher tout ça. Et pour ça, bah, il faut savoir ce qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on a à l'intérieur de son cœur. Et une manière de le faire, c'est de se reconnecter à soi, à ses émotions qui nous disent tout le temps, bah là, t'es au bon endroit, tu ressens de la joie, pour simplifier. Là, ça va pas. Là, il y a une émotion de colère. Il y a quelque chose qui est pas acceptable. Il y a une entrave à tes valeurs. Bah, c'est quoi cette valeur? Qu'est-ce que tu peux faire pour que du coup que ça, pour améliorer les choses, pour agir à ton niveau, pour que voilà cette, par exemple, émotion, cette valeur d'injustice, elle soit corrigée. Et puis, ça t'incite à agir et à faire ton petit chemin comme ça. Euh, Est-ce que tu aurais un outil parce qu'évidemment que en étant accompagné par toi, on peut maîtriser, enfin en tout cas apprendre à réguler ses émotions, la personnifier comme tu l'as expliqué. Mais si une personne qui nous écoute vient de ou est en train de traverser une vague émotionnelle assez intense, quel est l'exercice que tu pourrais recommander de faire dans l'immédiat? Le plus simple et qui demande pas vraiment de connaissances et pas de budget, c'est de respirer. C'est basique et oui, c'est entendu partout, mais en fait, c'est utile. Et le truc, c'est que souvent, les gens se disent, OK, je sais, mais bah, je le fais pas, déjà. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne. Ou alors, je le fais pas de la meilleure façon. Effectivement, il y a une petite astuce, si je peux dire, pour le faire bien, pour augmenter et amplifier l'impact. Parce que ce qui se passe quand par exemple, on est stressé et qu'on voilà, on a cette émotion qui est intense et qui nous gêne et qui, si on doit par exemple parler en public, nous empêche de parler, de livrer notre message, on nous dit OK, il faut respirer. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à respirer par le haut du corps, en bougeant notamment voilà les épaules. Et cette respiration-là, en fait, elle utilise que 30% de notre capacité respiratoire. OK, t'es stressé, tu vas respirer comme ça va un petit peu t'aider, mais en fait, tu peux aller un cran plus loin. Même 2 crans, j'ai envie de dire. C'est juste de faire redescendre ta respiration au niveau de ton ventre et d'avoir cette respiration ventrale qui, elle, utilise la pleine capacité respiratoire. Donc en faisant ça déjà, en prenant le temps de faire redescendre ta respiration au niveau du ventre et de respirer, sans faire des techniques cohérence cardiaque ou autres, qui aident aussi, hein, bien sûr, mais juste de la manière la plus simple possible, juste respirer avec ton ventre pendant 1 minute. Tu vas voir que ton rythme cardiaque il va s'abaisser et tu vas te sentir mieux et moins stressé. C'est vrai que la respiration, c'est le conseil que l'on peut dire en premier et qui est, alors, j'ai envie de dire, tant qu'il y a derrière de la vie, quoi, mais on oublie, et même, généralement, quand on est un peu en mode, genre, on se coupe le souffle, quoi. C'est le C'est choc, la ça, surprise, tout est rapide et on se coupe le souffle, alors qu'en réalité, euh, faut que ça véhicule, quoi, faut que ça bouge, il faut que ça sorte, il faut, faut que ça vive réellement. tout à fait. Euh, donc tu fais bien de le remettre au cœur de la discussion, cet exercice-là, et notamment la respiration par le ventre, parce que tout de suite on a dit oui, mais j'ai pas l'application Respire Relax, et le truc en carré, j'y comprends rien, et machin. Et en fait, tu passes ton temps à remettre du jus dans ta tête de comment Mm, respirer au lieu de respirer. Donc bon, tout à fait. ça n'a pas de sens. Donc merci de repartager cet entre guillemets outil-là, qui fait en plus genre juste partie de nous, quoi. Donc bon, à utiliser sans Le corps modération. est bien fait en fait, hein. Exactement, exactement.
Du coup, là, je t'invite à ce qu'on revienne sur l'estime de soi que tu avais commencé à dérouler. Évidemment qu'on va en parler puisque c'est le vrai pivot. T'en parles littéralement, hein, c'est ce qui permet d'embrasser son hypersensibilité, sa sensibilité élevée, plutôt comme une force. Tu dis justement que tout change quand on arrête de jouer un rôle et qu'on revient à soi. Pourquoi est-ce que l'estime de soi est-elle un point de bascule véritablement euh, transformateur? Parce que c'est l'amour, en fait. L'estime de soi, or pas que. Alors déjà, pour remettre le cadre, il y a 3 composantes dans l'estime de soi. On a effectivement l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Donc ces 3 composantes, elles sont interdépendantes, elles sont liées entre elles. Donc quand on va travailler sur une composante, ça va avoir des répercussions sur l'autre, etc. Enfin, sur les 2 autres. Il y a déjà ça à poser. Ensuite, juste aussi peut-être une petite définition de l'estime de soi, parce que c'est un terme que tout le monde emploie, mais en vrai, on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière, ou on peut voilà, avoir des projections. Parfois, on résume finalement l'estime de soi à la partie confiance en soi, ou amour de soi, alors que c'est un peu plus, du coup, complexe. Euh, L'idée de l'estime de soi, c'est en fait se dire, c'est quoi la valeur que je me donne? Et, euh, et cette estime de soi, elle est faite généralement par comparaison entre deux éléments, 2 choses. On a la personne qu'on est, qu'on a l'impression d'être, parce que parfois, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas par rapport à nous-mêmes. Donc la personne qu'on est et la personne qu'on aimerait être. Et en fait, plus l'écart est grand entre, j'ai envie de dire, ces 2 versions de soi, bah, plus l'estime de soi est fragile, et plus l'écart il est réduit, voire se confond. L'estime de soi est du coup bien établie et forte en fait. Donc c'est vraiment cette vision entre ces deux versions de soi. Et ce qui est important de se dire, c'est que du coup, euh, l'estime de soi, elle peut se travailler. C'est pas quelque chose, alors c'est comme les différents piliers, hein, que ce soit la confiance, l'amour ou l'image, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Donc peu importe où on en est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut optimiser. Et du coup, c'est pas perdu d'avance. Et c'est vraiment essentiel parce que pour moi, ça fait vraiment partie de la vie en fait. Euh, pour être heureux, or c'est ma croyance et peut-être d'autres personnes diront autre chose, mais pour moi, pour être heureux, la clé, c'est de s'aimer. De s'aimer, ça veut dire s'autoriser à être qui on est, c'est d'avoir cette estime pour soi, c'est de finalement rapprocher les 2 versions de soi entre celle qu'on voudrait être et celle que l'on est. Si on arrive à être celle que l'on voudrait être, ou celui, hein, désolée, je parle beaucoup pour, pour les femmes, si on arrive à être la personne en tout cas qu'on voudrait être, bah, on se sent pleinement épanoui. Et c'est ça, moi, que je vise dans ma vie et pour les personnes aussi que j'accompagne. C'est un point de bascule parce que souvent, on pense à plein d'autres choses, on travaille plein de choses autour qui sont plus ou moins connexes, mais on oublie les fondamentaux, l'essentiel, c'est qui tu es. Est-ce que tu aimes la personne que tu es là maintenant tout de suite? Et quand on s'aime, bah, ça débloque tout un tas de choses. Quand on a cette estime de soi qui est élevée, qui est forte, qui est ancrée, alors élevée et stable, hein, parce qu'il y a des voilà, estimes de soi élevées et instables et c'est pas non plus terrible, mais quand elle est élevée et stable, on est ancré dans ce qu'on fait, on a une vision pour soi, pour sa vie, pour ses projets, on est beaucoup moins impacté par le regard des autres, on se compare beaucoup moins, on arrive mieux à faire face à l'échec, à se relever, à rebondir, on a cette résilience là qui est ancrée et j'ai envie de dire, peut-être pas que ça déroule complètement, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fluide. C'est vraiment un point de bascule pour moi, pour toutes ces raisons-là, en fait. Ça me fait penser au film dont j'ai complètement oublié le titre, mais peut-être que toi tu l'as, qui est d'ailleurs sur Netflix, disponible pour les personnes qui ont un abonnement Netflix. C'est une meuf qui est vraiment pas bien dans son corps, pas bien dans sa tête, elle est archi complexée, tout ça. Et puis elle fait une chute, elle se cogne la tête, et en fait, elle ne se voit plus. En fait, elle se voit comme une toute autre personne. En fait, elle avait fait le vœu d'être la personne de ses rêves et elle se voyait à une antipode, une éternité, un autre monde de ce qu'elle voulait être au départ. Elle se cogne la tête et elle devient cette version-là. Alors que, en vrai, rien n'a changé. C'est Rien juste n'a sa changé. perception d'elle-même. Mm. Et Mm. là, tout un monde s'ouvre. Elle est tellement persuadée d'être cette version extraordinaire d'elle-même. Elle a de l'assurance. Elle se sent belle.
elle a un corps de fou, enfin, elle se sent vraiment comme ça que du coup, elle a tellement de confiance en elle et d'amour d'elle que elle y va, elle a tout ce qu'elle veut. Je crois que j'ai retrouvé le titre. Attends. Euh, Je l'ai vu en plus, mais là, le titre me vient pas. I Mais c'est feel un bon film, pretty. oui. I feel Oui, c'est pretty. ça. Voilà. Et du coup, la vie de ses rêves se construit puisqu'en fait elle y va, elle y croit. C'est pour elle, c'est pour elle quoi. Elle s'aime tellement, elle aime tellement tout ce qu'elle fait, elle a tellement confiance dans tout ce qu'elle fait, etc. Que la vie de ses rêves s'ouvre devant elle jusqu'à ce qu'elle se recogne la tête et que du coup bah en fait le truc fasse que bah, elle pense que le miracle a disparu, que la magie a disparu et donc elle est à nouveau dans ce corps d'avant et donc elle veut plus voir son petit copain, elle retourne même plus travailler parce qu'elle se dit mais ils vont jamais me reconnaître. Et puis je peux pas être cette personne-là dans cette vie-là, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment donné, bah, je peux tout spolier, mais bref, c'est exactement ce que j'étais en train de raconter. Et ce film, vraiment, je le recommande parce que il y a pas meilleur exemple en fait. C'est ça. Effectivement, il est très bien fait et il rappelle que finalement tout part de soi et de la manière dont on se perçoit. Parfois, on veut que les autres nous perçoivent d'une certaine manière, mais nous, on le fait pas. En fait, on veut que les autres nous aiment, mais on s'aime pas soi-même. Donc, commencer par soi, c'est la base. C'est des choses qui ont été dites et redites, mais c'est vraiment essentiel. Et le truc, et c'est ça avec, souvent dans le développement personnel, c'est que voilà, il y a des grands préceptes qui ont été déjà répétés, on a l'impression qu'il n'y a pas de nouveauté, mais parfois, il n'y a pas besoin de chercher la nouveauté. Il faut juste comprendre et vraiment intégrer les concepts et les appliquer. Pas juste les lire comme ça dans un bouquin, fermer son livre et dire « Ah, c'était intéressant ». Mais comment tu fais, en fait, concrètement pour incarner ça? Ok, il faut s'aimer soi, ok, il faut développer son estime de soi, mais comment tu fais? Et se poser ces questions-là. Et arrêter de se dire finalement ma vie elle est pas agréable, voilà, je suis en dehors des cases, je me sens pas bien, on me dit que je suis trop et tout, et se morfondre entre guillemets. L'idée c'est vraiment de se dire comment je fais pour sortir de ma situation. En coaching, on dit toujours que, enfin, les questions qu'on se pose sont essentielles. Donc se poser des questions c'est bien, mais si tu te poses des mauvaises questions, bah t'auras des mauvaises réponses en fait. Donc commence à changer les questions que tu te poses, pour te poser des questions qui vont t'aider à aller de l'avant, pour t'aider à avancer. Te demande pas pourquoi c'est toujours toi qui te fait plaquer ou je ne sais quoi, mais demande-toi comment tu fais pour avoir l'homme de tes rêves, par exemple. Change vraiment ce côté-là parce que c'est essentiel. Tu abordes le regard que l'on porte sur soi, mais aussi le regard des autres. Et c'est justement dans l'une des clés que tu abordes où tu parles de détachement du regard des autres, qui est évidemment un chemin long, pas très tranquille, hein, soyons très honnêtes Mhm. avec nous-mêmes. Comment est-ce qu'on commence à aller sur ce terrain dans lequel on n'a pas toujours très envie parce que c'est inconfortable? Alors, ce qui est inconfortable fait bouger. Ça, c'est déjà un premier point. Et j'ai envie de dire, plus c'est inconfortable, plus ça fait bouger. Mais parfois, il y a des moments où on n'est pas prêt. Je pense qu'il faut y aller par le palier. Et c'est un peu aussi ce que j'essaye de mettre dans mon livre, c'est qu'il y a différentes phases. On commence un peu tranquille avec, voilà, on recherche un peu à comprendre ce que c'est finalement ce terme, qu'est-ce qu'il y a derrière, voir un peu les comparaisons avec d'autres termes qu'on entend, HPI, autisme ou autre. Voilà, petit à petit, on monte jusqu'à arriver vers la fin, effectivement, où on est plus sur comment on s'affirme, comment on rayonne tel que l'on est et qu'on arrête, en tout cas qu'on diminue le fait de se comparer aux autres et d'être moins affecté par le regard des autres. Pour moi, c'est vraiment le haut de la pyramide, si je peux dire, ou la fin de l'étape, si on peut dire qu'il y a une fin. Euh, et c'est vrai que c'est pas simple, mais le faire étape par étape justement et commencer là où on en est en fait avec une petite action, une petite chose pour se dire ok, je suis impactée par le regard des autres, c'est un fait, je le sais, et déjà en prendre conscience, c'est déjà commencer à changer. Être honnête avec soi-même et se dire là dans telle situation, je me suis comparée, je me suis pas sentie bien, j'ai eu l'impression d'être jugée et reconnaître ça en fait. C'est déjà le premier palier de se dire ok, il y a eu ça et je le sais, j'en suis consciente avant de se dire comment je fais pour du coup essayer de changer un peu pour être moins affecté. Déjà oser l'affirmer, oser dire parce qu'il y en a qui sont dans le déni en disant non moi c'est ok ou qui voilà se mettent se voilent la face et planquent tous ces trucs là sous un tapis, un beau tapis d'ailleurs. Mais reconnaître ça, prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue chez nous, ça permet de pouvoir faire des ajustements et se dire ok donc maintenant que je l'ai reconnu très bien,
Maintenant, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi le step d'après? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça a piqué chez moi? Et souvent, si ça a piqué quelque chose chez moi, bah, c'est qu'en fait, moi, je le ressens aussi. Si les gens me disent que je suis trop et que ça m'affecte, c'est que moi, quelque part, il y a au moins une petite partie de moi qui considère que je suis trop. Donc, comment je fais pour considérer que je ne suis pas trop, en fait? Trop, bah, là, on remet en cause trop par rapport à quoi, par rapport à qui. On peut se faire aider, hein, parce que c'est pas forcément simple, comme ça tout seul sur certains sujets, de changer les choses. Mais de se dire, avant d'aller dire que c'est les autres qui sont, pour caricaturer, pas gentils, qui disent du mal de moi ou autre, bah, pourquoi ça résonne autant en moi? Pourquoi ça m'impacte autant? C'est parce que je le pense. Et pourquoi je le pense? Est-ce que c'est vrai vraiment? Revenir à ça, en fait. Ce sont voilà, des premières pistes pour avancer. Justement, tu conclus ton livre en disant retourne toujours à toi et rayonne. Si tu devais incarner cette phrase, ce serait Si je devais incarner cette phrase, elle n'est pas simple ta question, non. c'est-à-dire. Si tu pouvais donner une image pour peut-être que ce soit plus compréhensible pour nos auditeurs et auditrices, de retourner toujours à soi, ça peut être flou, surtout qu'on ne l'a jamais fait. Et rayonner, qu'est-ce que ça veut dire? Donc peut-être que on pourrait imager ça pour pouvoir se l'approprier. Revenir à soi, pour moi, c'est passer par le corps. Donc du coup, en visuel, c'est une personne qui est recentrée sur soi, pas repliée, mais recentrée sur soi, avec voilà peut-être des mains sur le cœur, en fait, parce que pour moi, tout part aussi du cœur, c'est le cœur qui fait fonctionner tout. Donc c'est vraiment se recentrer sur soi, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et c'est, or je suis aussi sophrologue, hein, mais dans la sophrologie justement, on revient beaucoup au corps, à quels sont les ressentis physiques que tu as, voilà, qui traversent tout ton corps. On n'est pas assez attentif à ça et pourtant c'est plein d'indicateurs finalement tout au long de nos journées pour savoir comment on se sent, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a envie de faire telle ou telle chose, c'est quoi nos besoins. Donc revenir vraiment au corps et rayonner une fois qu'on est revenu un peu à soi. Or, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est souvent l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Mais on est revenu à soi, on est revenu au corps dans ce mouvement-là. Et après, c'est voilà les bras comme ça, la tête haute, les épaules hautes aussi. Ouverture. Et c'est prendre sa place, l'ouverture et se montrer au monde en fait. Se montrer au monde tel que l'on est. Parce que bah, y en a marre de voir tout le temps les mêmes modèles, j'ai envie de dire, les trucs stéréotypés de il faut être comme ci, comme ça. En plus, avec, on va pas ouvrir le débat parce qu'on pourrait en parler des heures, mais avec l'IA qui arrive, enfin qui est déjà là, mais voilà, il y a besoin de personnalités fortes. Enfin, quand je dis forte, ça veut pas dire extraverti ou autre, c'est de personnalités incarnées et pas des choses lisses en fait. On veut pas avoir des robots qui font tout le temps la même chose, qui pensent la même chose, qui disent les choses de la même manière. Donc, ose être qui tu es pleinement, sans masque. Alors, je sais que c'est dur parce qu'on porte tous des masques à des moments donnés, etc. Et c'est pas forcément facile de les enlever. Moi, j'essaye au maximum, même s'il y a encore des moments où forcément je me protège aussi pour différentes raisons. Mais au maximum, et cette ouverture-là, montre-toi au monde tel que tu es et prends ta place comme ça, en fait. Et tu verras que finalement, bah, il y a certains moments où ça va t'aider, où tu vas te sentir bien déjà. Tu vas avoir une espèce d'énergie, une espèce de flamme qui va être là, qui va brûler. Et ça va rayonner, ça va irradier les autres aussi. Dans cette idée de rayonner, pour moi, c'est pas rayonner juste pour soi. C'est qu'en fait, je dis souvent, en rayonnant, tu donnes aux autres la possibilité et le courage aussi de rayonner, de se dire, bah, en fait, c'est possible, moi, je peux faire pareil. Et, euh, et j'ai eu d'ailleurs un exemple ce matin, donc c'est voilà, ça me parle d'autant plus de l'impact qu'on peut avoir même sans le savoir. Donc quand tu vas ouvrir comme ça et rayonner, bah, plein d'autres personnes autour de toi vont rayonner et ça va faire un univers de soleil. Trop bien. Merci pour toutes ces images. Merci beaucoup. On approche tout doucement de la fin. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose d'indispensable? Alors on a vu pas mal de sujets. Ce sur quoi je voulais peut-être revenir, c'est cette importance qu'il y a de, de comprendre vraiment qui on est, d'aller vraiment à la découverte de soi en tant que personne hypersensible et en tant que personne tout court, d'aller travailler sur ce qui est important pour nous, sur nos valeurs, sur nos besoins, sur nos forces, sur nos fragilités aussi. C'est important de mettre le doigt dessus et ne pas voir finalement cette exploration et le fait de se demander si on est hypersensible ou pas
et de se mettre cette étiquette-là, de pas voir justement comme je me mets une étiquette finalement. Et de pas voir le côté négatif qu'on a quand on dit ça souvent en se disant c'est une étiquette de plus. Finalement, c'est une étiquette qui peut permettre, or si on utilise ce terme, qui peut permettre de te reconnecter à toi. Mais ça veut pas dire que tu n'es que ça en fait. Et c'est ça qui est important de ressouligner, c'est que c'est un mot, ok, qui peut-être te définit. D'ailleurs, choisis les mots que tu veux entre haute sensibilité, hypersensibilité, personne hautement sensible. Il y a plein de façons de le dire. Ultrasensibilité aussi, qui est utilisée de plus en plus. Et approprie-toi ça, parce qu'il y a autant d'hypersensibilité, d'ultrasensible que de personnes en fait. Et ce qui compte, c'est toi derrière ce mot. C'est qui tu es. Et va à la rencontre de cette personne-là. Elle t'attend. Waouh. Merci pour cet ajout. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Elsa? Alors, sur Instagram, sur mon Instagram, Oser Rayonne, qui est le nom de mon entreprise. Et comme tu l'as dit très justement, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Un chemin vers soi, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, bien entendu, vous pouvez, alors je me permets de le montrer, vous pouvez vous procurer aussi mon livre Hypersensible, pas fragile, disponible sur Amazon. Super. Tout le meilleur de tes liens seront en description de cet épisode, bien évidemment. Je crois que si on devait retenir une seule chose de cet échange, je pense que tu es d'accord avec moi pour que on puisse dire que l'hypersensibilité n'est pas du tout un problème à régler, mais plutôt une information à écouter. C'est ce que tu partages dans le livre, c'est ce que tu viens de partager en long, large, en travers pendant cet épisode de podcast. Donc, je pense que tu es d'accord avec moi que c'est vraiment la seule chose qu'on aimerait que nos auditeurs et auditrices retiennent aujourd'hui de cet échange. Et surtout que il n'y a pas de méthode miracle en soi, c'est un chemin et c'est un retour à soi, comme tu l'as si bien expliqué. C'est un apprentissage qui demande un peu de patience. Et je crois que le jeu en vaut la chandelle puisque ça permet d'arrêter de se trahir, de se suradapter et aussi de se forcer à se durcir. Que être hypersensible, ce n'est pas être fragile, c'est ressentir plus finement, percevoir plus subtilement également et apprendre avec le temps à se respecter à la hauteur de cette intensité. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose? T'as tellement bien conclu que je ne sais pas si j'ai une phrase supplémentaire à dire. J'ai envie de te dire merci pour conclure en fait, pour cet échange, pour la pertinence de tes questions que j'ai découvert en live d'ailleurs. Et merci beaucoup pour ta sensibilité aussi que moi je perçois. Merci beaucoup Elsa et évidemment pour toutes les personnes qui ont été touchées et qui ont senti quelque chose de juste dans ce qu'on a partagé aujourd'hui. Allez voir Elsa sur internet, les réseaux sociaux, procurez-vous son livre bien évidemment. Écrivez-nous un message, Apple Podcast, Insta, email, Pigeon Voyageur, pas recommandé mais possible également. Et puis à très vite dans le prochain épisode. Merci Elsa. Avec plaisir. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!